Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Ma Thérapie. Ce podcast a été créé dans le but de nous accompagner vers plus de conscience et d'amour. Alors, au cours des épisodes, j'espère qu'on grandira ensemble, que j'arriverai à t'apporter de la joie, de l'amour et surtout des outils qui t'aideront dans ton quotidien. Je te souhaite une très belle écoute. Ok, on est parti. Merci beaucoup Rita de me recevoir chez toi pour parler aujourd'hui d'Ayurveda. Alors c'est un mot que j'ai souvent entendu parler d'Ayurveda, mais je sais pas vraiment ce que c'est. Donc je suis super contente que tu nous expliques aujourd'hui ce que c'est. Mais avant de parler de ça, est-ce que tu peux un peu te présenter, ton parcours, qui tu es, tout ça? Oui, merci beaucoup à toi aussi de me faire cette invitation, c'est très gentil et avec plaisir pour te recevoir chez moi. Alors, donc moi je suis Rita, je suis portugaise aux origines indiennes et en fait j'ai fait un parcours où d'abord j'ai fait infirmière, j'ai fait mes études au Portugal et puis je suis venue ici en France après un séjour dans un bateau de croisière en fait, parce que je savais pas trop à la fin de mes études d'infirmière, je savais pas trop où j'en étais en fait, donc j'étais un peu dans la recherche de ma voie. Donc j'ai travaillé pendant 1 an dans un bateau et puis au final je suis revenue au fait que je voulais être infirmière. Je suis venue en France. Donc en France j'ai travaillé aux urgences et au bloc. Et en fait il y a un moment dans ma vie, j'ai commencé très rapidement en France, ça faisait même pas 1 an que j'étais là. J'ai commencé à faire des études de naturopathie, puis à rechercher des formations un peu dans le bien-être. Et en fait au bout de 2 ans, en fait, j'ai fait 3 ans d'urgence à Toulouse. Après, j'ai rencontré mon compagnon, je suis venue à Marseille. Et au bout de 2 ans à Marseille, j'étais bien. Franchement, j'étais bien. J'aimais beaucoup mon travail d'infirmière, mais il me manquait quelque chose. Donc j'ai décidé de prendre un billet simple d'aller en Inde. Et je suis partie, comme ça. Ok, à l'aventure. À l'aventure. Et du coup... le but, c'était que tous les 2-3 mois, mon compagnon vienne me voir, parce que ça, pour le couple, c'était pas évident non plus. Ah oui, tu es partie longtemps, du coup? Je suis partie avec un billet simple d'aller, okay. Et je ne savais pas ce que j'allais faire, en fait. Je savais pas. J'étais à la recherche de moi. Et donc, en fait, dès que je suis arrivée, je suis atterrie dans une école d'Ayurveda. Donc, j'ai fait une première formation qui... Ça a été vraiment, on est dans le bain de l'Ayurveda parce qu'on est sur place et tout, mais c'était assez débutant en fait, on va dire. Après, j'étais plus dans tout le long du séjour, c'était méditation, yoga, donc j'ai fait beaucoup de choses avec des choses parallèles, pas que de l'Ayurveda. Et au bout de 6 mois, j'ai dû rentrer parce que mon compagnon, il a eu un problème de santé, il a une hernie discale, donc je suis rentrée pour être avec lui. Et là, c'était évident que du coup, je voulais plus retourner à l'hôpital, en fait. Même si j'aimais le métier, j'aime toujours. Mais donc là, j'ai ouvert mon cabinet. Et du coup, au début, quand j'ai ouvert mon cabinet, c'était plus de la naturopathie, parce que ça me rassurait plus, c'était plus proche de ce que je faisais avant. Et au bout de 2 ans, chez moi, c'est toujours 2-3 ans. C'est des cycles. Oui, c'est ça. Au bout de 2 ans, en fait, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de choses, genre la communication, le marketing, la visibilité, donc toutes les choses que un thérapeute il doit faire pour développer son activité, en fait. Et du coup, j'étais plus du tout dans ce qui m'avait amené à faire ce que je faisais. Donc, j'ai fait un point, j'ai fait une pause. Je suis repartie faire une retraite de 10 jours de silence que j'avais déjà Vipassana? fait. Vipassana. Ouais. J'avais déjà fait en Inde, j'avais déjà fait plusieurs fois et donc là je suis retournée et je me suis dit non en fait c'est pas ça. Donc c'était pas la naturopathie, c'était l'Ayurveda. Et donc j'ai décidé de repartir en Inde et là j'ai fait une vraie recherche de ce que je voulais faire parce que pendant ces 2 ans j'avais fait plein d'études de naturopathie en parallèle, en plus de la base que j'avais déjà. J'ai continué à étudier, c'était sous forme de week-end ou de 6 jours, des choses comme ça. Et donc là, j'ai complètement arrêté d'étudier la naturo, donc c'était à fond Ayurveda. Et j'ai décidé de partir à l'université en Inde. Ok. Sauf que je suis tombée enceinte. Parce qu'en fait, là, c'était une prise de conscience globale, c'était pas que au niveau du travail. Et donc, il y a eu beaucoup de changements pour moi à ce moment-là.
Et du coup, entre autres, je suis tombée enceinte. Donc, je suis plus partie à l'université. Je suis partie un peu plus tôt, déjà enceinte, mais dans une autre école, qui était une école assez sérieuse. Parce que pour mon compagnon, c'était hors de question d'aller vivre en Inde. Donc, voilà. Au retour, donc c'était l'Ayurveda à fond. Donc j'ai exercé pratiquement plus que ça. Et ça ne s'est pas arrêté. C'est-à-dire qu'après, j'ai pu faire des rencontres déjà avec mon fils. Après, ma vie, elle a beaucoup changé en termes personnels, la vie privée, parce que avant, j'étais un peu enfant, en fait. Une fois que j'étais maman, j'étais enfant quand même, mais un peu moins. Et du coup, même s'il y a eu beaucoup de changements au niveau perso, au niveau professionnel, c'était vraiment l'Ayurveda qui s'est développé. Et j'ai eu la chance de rencontrer des très bons médecins ayurvédiques et de commencer des formations très sérieuses en dehors de la France. Parce que en France, en fait, on est dans un niveau, on va dire qu'on fait encore le quatre pattes par rapport à, par exemple, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Bien sûr que l'Inde, c'est plus parce que c'est universitaire là-bas, mais dans d'autres continents, on voit qu'il y a des choses meilleures qui se font. Enfin, je sais pas si c'est meilleur, mais c'est un autre niveau, quoi. Et du coup, j'ai eu la chance de commencer à travailler avec certains médecins, notamment Matheus Macedo, qui est le premier Brésilien à avoir fait les études universitaires en Inde. Et j'ai commencé à collaborer avec lui, à traduire ses formations du portugais vers le français sur ma chaîne YouTube. Et donc, petit à petit, ce rôle d'enseignement, de transmission, il s'est mis en place. Donc, petit à petit, en fait, j'ai commencé à arrêter les massages parce que j'avais trop de monde au cabinet. Donc, du coup, c'était plus que les consultations. J'avais plus la place pour les soins. Je recommandais d'autres personnes. Et petit à petit, avec la chaîne YouTube, avec tout ce que j'ai développé, c'est la voie de la transmission qui s'est mise en place. Et c'est surtout avec le Covid, en fait, une nouvelle prise de conscience. Avec le Covid, donc là, c'était sûr que c'était la transmission. J'ai commencé à créer mon école. Et donc là, maintenant, je suis à fond dans le développement de l'école. Sur transmettre, du coup, tout ce savoir que tu as engrangé. Voilà. Ok. Et du coup, on parle beaucoup d'Ayurveda. Tu nous as expliqué un petit peu tout ton cheminement. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire Ayurveda pour les gens qui ne savent pas? Alors, Ayurveda, c'est la jonction de deux. On étudie en sanskrit dans Ayurveda, ok. Sanskrit, c'est une langue. C'est une langue qui est vivante. On croit que c'est une langue qui est morte, un peu comme le latin, mais il y a certains endroits en Inde où ça se parle encore. Donc c'est un langage très ancien et qui est considéré par certains comme un langage un peu sacré. Et en fait, chaque mot, il va avoir plusieurs significations selon le contexte. Et après, moi, j'ai pris cette branche, avec Matheus Macedo, j'ai pris une branche très particulière en Ayurveda, que c'est la lecture et interprétation des textes anciens. Et du coup, on part des textes, et c'est super important de comprendre un petit peu le sanskrit, parce que quand on part d'un mot, ce mot, il a plusieurs significations, et selon le contexte, c'est ça qui est magnifique dans les textes ayurvédiques, c'est que dans un contexte, il y a un mot qui peut vouloir dire des choses qui nous semblent complètement différentes. Et dans ce contexte-là, ce mot, il va faire du sens pour tout, en fait. Ok. Et du coup, la question, c'était qu'est-ce que c'est l'Ayurveda? Donc, c'est la jonction de deux mots, Ayuhu et Veda. Et en fait, au niveau grammatical, quand on met les deux mots ensemble, il apparaît le R. C'est pour ça que c'est Ayurveda. Le R, c'est juste une conjugation grammaticale. Ok. Donc, c'est Ayuhu et Veda. Ayuhu, c'est la vie. Et c'est un verbe, en fait. Donc, c'est la vie. Et dans ce nom Ayuhu, on comprend que la vie, elle est bougeante, elle est dynamique, en fait. C'est pas un état statique, c'est quelque chose qui bouge constamment. Et Veda, c'est la connaissance. Donc, c'est la connaissance de la vie, ou la connaissance de la longévité, la connaissance de tout ce qui existe. Et c'est en fait la connaissance de cette vie, ce qu'on vise avec l'Ayurveda, et ça c'est écrit dans les textes. On a deux buts. Un but, c'est de prévenir les déséquilibres chez une personne qui est en bonne santé.
donc de maintenir la santé et de rétablir l'équilibre chez une personne où le déséquilibre il a déjà été présent. Donc c'est un système de santé et c'est pour ça que c'est souvent traduit comme médecine indienne. D'accord. Moi j'aime pas beaucoup la traduction médecine indienne parce que déjà c'est pas utilisé par les textes et quand on parle de médecine, on a une connotation avec un médecin, avec une blouse blanche, un stéthoscope et c'est pas ça. Parce qu'on étudie Ayuhu. Et Ayuhu, selon les textes, ça va être ce qui rend la vie heureuse, ce qui rend la vie malheureuse, ce qui est utile ou inutile à la vie. Ça, c'est un shloka, un des versets de la Charaka Samhita, qui est le texte le plus ancien, le considéré le plus important, on va dire comme ça. Et c'est écrit dans tout début, en fait, les textes, ils sont divisés en volumes, après un chapitre et un shloka. Donc, on a dans le premier volume, dans le premier chapitre, on a cette explication de qu'est-ce que c'est le but de l'Ayurveda, de qu'est-ce que c'est toutes ces choses. Donc, on voit que parce que c'est dit dès le début, il y a une logique dans les textes. Et parce que c'est expliqué dès le début, c'est super important. Donc, on dit pas médecine de la vie, qu'est-ce qu'on dirait du coup plus ? La connaissance de la vie, on peut dire. La connaissance de la vie. Okay. Moi, j'aime bien cette définition. Après, quand on commence à étudier, ça devient évident que c'est un système de santé. Mais c'est une santé qui est globale. Et c'est une santé qui est du corps, du mental. On va étudier, je sais pas si ça va devenir peut-être trop... Pour un podcast, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. En fait... Après, on va déterminer d'où viennent les déséquilibres en Ayurveda. Et donc, on dit que la vie est composée de 4 choses. Okay? Tout organisme vivant, dès qu'il y a de la vie, il y a 4 choses qui doivent être présentes. Donc, c'est Sharira, Indriya, Sattva et Atma. Sharira, c'est le corps physique. Okay? Facile à comprendre. Indriya, ce sont les organes des sens. Ils font partie du corps physique, mais ils sont tellement importants en Ayurveda qu'on lui donne une place, une deuxième place. Sattva, c'est le mental. Et Atma, c'est l'âme. Okay? Donc déjà, on a cette notion de que pour que la vie soit présente, il y a un corps, il y a un mental, il y a une âme, il y a un Atma. À partir du moment qu'il y a la mort, il y a la séparation de cela. Donc le corps, le corps il va se décomposer, chacun il va avoir une chose. Mais Atma il reste. Atma c'est l'âme. Atma c'est l'âme. Et en fait tout est Atma. C'est juste que quand la vie elle se met en place, il y a la jonction de ces 4 choses. Et Atma c'est que l'observateur. Ok, c'est pas lui qui va créer des choses. Lui, il va observer. En fait, c'est tout ce qui existe. Atma, c'est tout ce qui existe. Et là, on est dans une réalité où que pour que cette réalité, elle a pu se mettre en place, on va avoir un corps physique, on va avoir un mental. Qui cause la maladie? C'est toujours soit le corps physique, soit le mental. Parce que Atma, il est pur. Il est là juste pour observer. Donc, ça devient évident, quand on étudie les textes, que l'Ayurveda, c'est un système de santé. Il vise à maintenir les gens en bonne santé. Donc c'est pour ça aussi que c'est souvent dit que c'est une médecine. Ouais. Donc c'est pas erroné non plus de le dire. Moi personnellement, j'aime pas beaucoup parce que quand je dis ça, je crée une image mentale chez les personnes que ce n'est pas l'image que je veux créer. La médecine occidentale qu'on peut imaginer quand on va à l'hôpital. Et du coup, elle agit, tu as dit, sur le mental et le corps. Comment est-ce qu'on sait qu'il y a un déséquilibre chez un des deux, lequel est déséquilibré, et comment est-ce qu'on va venir agir dessus avec l'Ayurveda? Ça, c'est toute la question de l'Ayurveda. Ça, c'est des années d'études. Mais en fait, on va étudier... Alors, on part du principe que tout dans la vie est constitué de 5 éléments. Oui. De l'air, donc Akash, l'air... Non, pardon, Akash, c'est l'espace. Vayu, qui est l'air... Tejas qui est le feu, Apa Ojala qui est l'eau et Prithvi qui est la terre. Et donc ces 5 éléments, ils vont se mélanger d'une certaine façon et ça va donner ce qu'on appelle les doshas. Les doshas, ça serait les énergies, parfois on traduit par énergie, parfois on traduit par des humeurs, qui vont maintenir le corps, qui vont être
à la base de tout fonctionnement physiologique, métabolique, si on veut. Okay, donc ce sont ceux qui vont gérer le corps. Ils sont Vata, Pitta et Kapha. Donc eux, c'est les gérants du corps. Mais dosha, et c'est là la beauté encore une fois du sanskrit, c'est que dosha, une des définitions de dosha, c'est celui qui déséquilibre. Donc à la fois, le dosha est celui qui va permettre que le corps existe, parce que le corps, on apprend que Sharira, il est composé des 5 éléments. Il est aussi, la définition de Sharira, il est aussi celui qui se décompose, mais il se construit et déconstruit en permanence à travers ces 5 éléments. Donc il est maintenu par ces 3 doshas, mais ils ont une tendance incroyable au déséquilibre. Et ils se déséquilibrent par des événements externes et par des événements internes au corps. Donc externe, par exemple, il y a un changement de saison. Les saisons, ils vont nous impacter. Les planètes, elles vont nous impacter. Donc il y a des choses externes qui vont nous impacter. Et donc nous, on doit développer un certain discernement, une certaine connaissance de la vie, justement, pour pouvoir s'adapter, pour que se remettre tout le temps dans l'équilibre. Parce que on se déséquilibre tout le temps, parce que le dosha, il a tendance à se déséquilibrer. Changement de saison, mais si on s'habille pas, par exemple, si la saison froide arrive et qu'on s'habille pas bien, ben très probablement on va tomber dans la maladie. Et après il y a des déséquilibres internes aussi, et ça c'est très lié à notre digestion. Donc l'Ayurveda met beaucoup l'accent sur la digestion. On n'est pas seulement ce que nous mangeons, on est ce que nous digérons en fait. D'accord. Donc on met un aliment dans la bouche, déjà il faut avoir un bon discernement pour choisir un bon aliment. Et puis il faut que cet aliment il puisse se transformer dans notre corps, parce qu'on apprend que le corps il est constitué d'aliments. Donc il y a toute une partie de l'anatomie physiologie ayurvédique qui nous explique ça, mais c'est une chose de base qui est acceptée en Ayurveda, c'est que notre corps il est constitué d'aliments. Donc à partir du moment qu'on digère cet aliment, il peut constituer nos tissus. Si notre corps il n'arrive pas à le digérer, bah non. Donc ça c'est les problèmes internes qui peuvent se passer. Donc les 3 doshas du corps, c'est Vata, Pitta et Kapha. Je te les présenterai tout à l'heure. Ouais. On a tous ces 3 doshas? On a tous ces 3 doshas parce qu'ils correspondent à tout ce qui existe en fait. Parce que les 3 doshas, ils sont formés des 5 éléments. D'accord. Je vais t'expliquer un peu plus les 3 doshas, mais juste pour finir, parce que la question portait sur le corps et le mental. Dans le mental, on a aussi 2 doshas. Donc en fait, le mental, il est aussi composé, il y a 3 mahagunas, donc 3 énergies dans le mental, et il y en a 2 parmi elles qui peuvent créer des déséquilibres. Une, c'est Rajas, c'est une énergie un peu plus dispersante, et une autre, c'est Tamas, c'est une énergie un peu plus tamasique. Je dis tamasique. C'est une énergie un peu plus léthargique, un peu plus d'arrêter, voilà. On a besoin des 2. Donc, Rajas, c'est celui qui nous permet l'activité, donc par exemple se réveiller le matin, et Tamas, c'est celui qui nous permet de nous coucher le soir. Quand on en a trop, par exemple, Rajas, c'est qu'on n'arrive pas à s'arrêter. On est tout le temps à faire 50 000 choses en même temps. Et du coup, quand il y a trop de Rajas, on est éparpillé, notre mental, il est pas clair. Quand il y a trop de Tamas, on est trop léthargique, trop dépressif. Donc, en Ayurveda, on va traiter ces 2-là, au niveau du mental. Au niveau du corps, on va traiter les 3 doshas. Donc, qui sont le Vata, et Pitta et Kapha. Le Vata, c'est celui qui est constitué de air et d'espace. Donc, c'est un petit peu l'énergie du vent. Donc, le vent, un coup ça souffle, un coup il s'arrête de souffler. Donc, il est très instable. Il est froid, il est asséchant. Donc, quand on a trop, par exemple, ici à Mistral, trop de Mistral ici à Marseille, on ressent que ça nous assèche la peau et tout ça. Donc, ça, c'est le Vata. La personne qui va avoir une constitution de base qui est de type Vata, elle va avoir une tendance à cette dispersion. C'est une tendance naturelle au déséquilibre dans le sens de la dispersion, dans le sens de la sécheresse. En général, ce sont des personnes qui sont très amaigries, sont minces. Elles vont avoir un visage, une peau, un teint qui est un peu plus grisâtre. Alors quand elles sont équilibrées, elles vont être très enthousiastes à vouloir faire plein de choses. Elles commencent plein de choses, ils finissent rien. Ouais, je vois le voir. Voilà, donc c'est un petit peu l'énergie du Vata, voilà, l'enthousiasme, tout ça, mais avec des hauts et des bas.
Donc on commence, après on finit pas, après on passe à autre chose, et puis des fois on est un peu découragé aussi, des fois on manque de confiance en soi, mais c'est très bougeant tout le temps. Donc morphologiquement ils sont un peu amaigris, ils ont froid tout le temps, voilà, c'est un peu le Vata ça. Donc la personne qui a déjà une constitution Vata, elle va avoir une tendance à avoir des déséquilibres de type Vata. La constipation de sécheresse par exemple, donc faire des petites selles comme genre crotte de lapin, des choses comme ça. Un coup ils ont faim et un coup ils ont pas faim. La digestion elle est variable, donc tout est très variable chez le Vata. Le Pitta, c'est celui où il y a le feu et l'eau, donc il a chaud en fait. Et il a chaud, la peau normalement c'est des peaux claires mais avec des taches de rousseur ou des petites imperfections comme ça. Ils ont une tendance à une certaine colère parfois quand ils sont en déséquilibre, mais ils sont très intelligents, c'est des personnes avec un très bon discernement, donc elles sont capables de observer une situation, une personne, et par exemple c'est des bons chefs d'entreprise, des très bons chefs d'entreprise, parce qu'ils savent chez les salariés qui est capable de faire quoi, et donc ils vont donner des tâches assertives à chaque personne. Quand il devient un peu déséquilibré, ce bon chef d'entreprise il devient un peu tyran. Oui. Parce que du coup, il se met en colère et il va crier sur les personnes, etc. Donc ça, c'est un peu le Pitta. Donc le Pitta, il va avoir faim tout le temps, il va avoir un sommeil qui est meilleur, alors que le Vata, il avait un sommeil qui est instable. Le Pitta, il va avoir un meilleur sommeil, il va avoir chaud tout le temps, il va avoir un bon discernement, donc c'est des personnes très intelligentes. Ils ont un regard très clair, ils fixent beaucoup le regard, par exemple. Voilà un petit peu la personne type Pitta. Et la personne de type Kapha, c'est l'énergie de la terre et de l'eau. Donc c'est une grande stabilité. Ouais. Donc c'est un peu les bisounours en fait. Ils aiment beaucoup les gens, ils aiment beaucoup les relations, les amitiés. Ils gardent les amitiés. Ils ont peu d'amis, mais c'est les mêmes depuis l'enfance. Alors que le Vata, comme il a bougé, il a vu 50 pays dans le monde, il a facilité à créer des amitiés, voilà. Mais après, il entretient pas forcément les relations. Les Kapha, il entretient les relations. Il est très stable. Il est plus lent. Il a une démarche très lente. Donc, il aime pas faire beaucoup de sport. Il aime manger. Il aime dormir. Les bonnes choses de la vie. Voilà. C'est un bon vivant. On dirait. Parfois. Et au niveau de morphologie, justement, c'est un peu comme la tienne. D'accord. De visage un peu rond. Les gens, souvent, ils pensent que le Kapha, c'est celui qui est en surpoids. Mais non, en fait. C'est le morphotype de la personne, il est plus large en fait. Les épaules sont plus larges, le nez il est plus large, les dents normalement ils sont très blancs et très blanches et très bien faites, très bien structurées, alors que le Vata il va toujours avoir une petite dent de travers. Ouais, voilà, exactement. Bon, après avec l'orthodontie maintenant peut-être que. Oui, maintenant il faut toujours demander quand on reçoit quelqu'un en consultation, est-ce que vous avez eu de l'orthodontie ou pas? Ok. Donc voilà, le Kapha. Par contre, voilà, tout est plus lent. Donc, comme il aime bien manger et qu'il aime beaucoup manger, ça lui pose des problèmes. On va bien que tu es Kapha là. J'aime beaucoup manger. Tu te revois bien là. Mais en fait, ça pose problème parce que la digestion elle est lente. Et du coup, ils sont toujours dans cette espèce de congestion. Le risque chez le Kapha, c'est la congestion. Donc ça, il peut y avoir des problèmes de constipation, mais c'est pas comme celle de Vata. C'est des constipations un peu où on va à la selle tous les 2-3 jours, mais après c'est un boudin. C'est pas comme chez le Vata que c'est des petites crottes. Après les lourdeurs, la fatigue après manger, l'envie de dormir, voilà, ça c'est les déséquilibres qui peuvent se passer pour le Kapha. Et les deux, ils vont en fait, ce qui se passe dans le corps et dans le mental, ça se mélange. Donc un Vata, par exemple, un excès de Vata dans le corps, ça va se manifester par exemple dans le corps par la sécheresse et tout ça, mais au niveau mental, ça va créer cet état, ce qu'on appelle rajasique, donc cette tendance à partir dans tous les sens. Et une congestion Kapha, donc si on n'arrive pas à bien digérer, qu'on est un peu plombé, ben au niveau de notre mental, ben on a envie de rien faire non plus, donc ça va créer ce côté tamasique. Ça, léthargique, ouais. Et ça, voilà, les deux se mélangent. C'est le corps et le mental. L'un entraîne l'autre.
exactement. Ok. On les sépare en Ayurveda du point de vue pédagogique, mais on sait très bien que c'est pas séparable parce que la vie, elle correspond au mental et le corps et l'âme ensemble. Donc du coup, si j'ai bien compris, tout le monde est doté de ces 3 doshas, mais certaines personnes ont plus un excédent pitta, vata, c'est ça? En fait, on a toujours les 3. Au moment de la conception, au moment où papa et maman font l'amour, il y a, les textes disent qu'il y a les doshas de la maman, les doshas du papa, l'environnement, ce qui se passe dans la tête de la maman et du papa. Tout ça, ça va créer ce qu'on appelle la prakruti. Ça, c'est la nature de la personne. Et la nature de la personne, elle a forcément les 5 éléments. Et c'est là forcément les 5 éléments et elle a forcément les 3 doshas. Les 5 doshas, si on veut, compter aussi avec ceux du mental. Et du coup, la personne, elle va avoir, on va dire, des pourcentages, ok, de vata, de pitta et de kapha. Ça, c'est sa nature. Après, si on va voir les doshas du point de vue anatomie-physiologie, on a toujours les 3. Parce que le souffle, par exemple, il est possible parce que vata, c'est celui qui crée le mouvement. Donc, j'inspire, j'expire parce que vata, il est présent. Les articulations, elles sont présentes uniquement parce que kapha est là. Parce que kapha, il va donner cette onctuosité qui va permettre que je puisse bouger mes articulations. C'est le pitta, tout ce qui est réaction métabolique, accélération, digestion, tout ça c'est pitta. Donc physiologiquement, les 3 interagissent tout le temps, ok. Et après, on va encore voir les doshas dans la vikruti. Vikruti, c'est les déséquilibres. C'est-à-dire que une personne qui a une nature, une prakruti, qui est par exemple vata, elle va avoir plus de tendance à avoir des déséquilibres type vata. Mais elle peut avoir des déséquilibres des autres. C'est juste une tendance. Ok. Et il existe une prakruti, une nature au niveau du corps, mais au niveau du mental, non. Au niveau du mental, le mental, il est de nature sattvique, pure. Le sattva, c'est la lumière, le mental pur, en fait, très calme. Mais dans la vie, on va opérer avec rajas, donc l'activité, et tamas, l'obscurité, si on peut dire comme ça, parce que c'est tout en fait. Un enfant, quand il est né, qu'il commence à s'intéresser à un objet, et c'est la curiosité, sattva, qui l'amène vers un objet. Donc c'est pur en fait, son élan. Et donc c'est l'activité rajas qui lui permet de toucher, de expérimenter cet objet. Et au bout d'un moment, il se lasse de ça, il passe à une autre chose, et heureusement, parce que sinon, il serait toute une vie sur un objet. Donc, il faut toujours de rajas et de tamas. C'est juste que notre société, elle nous pousse beaucoup. Enfin, ça peut être la société, ça peut être l'éducation, ça peut être tout un tas de choses, mais les déséquilibres peuvent se mettre en place si au niveau de notre mental, on va privilégier rajas ou tamas, en fait, pour une raison ou l'autre, que ce soit à cause de choses internes, que ce soit à cause de choses externes, encore une fois, tu vois. Et du coup, est-ce que c'est uniquement un praticien ayurvédique qui va pouvoir venir agir sur ces doshas, sur ces déséquilibres, ou est-ce que nous, dans le quotidien, on peut déjà faire des choses peut-être plus pour prévenir que guérir? Est-ce que tu as des exercices ou des conseils à donner aux gens pour qu'ils, s'ils sont déjà déséquilibrés sur certains doshas, puissent faire des choses, ou s'ils sont équilibrés, qu'ils gardent cet équilibre? Oui, tout à fait. Le but de l'Ayurveda, en fait, si c'est donné en consultation, c'est le Vaidya, normalement le médecin ayurvédique, qui va pouvoir conseiller, surtout s'il y a des maladies qui sont bien développées, bien ancrées, il y a différents stades de maladie. Là, la personne, elle va avoir besoin d'un thérapeute, d'un médecin. Mais le but, en fait, premier de l'Ayurveda, c'est la prévention. Et comment est-ce qu'on peut faire cette prévention? Si on peut résumer l'Ayurveda à un mot, ça serait l'observation ou l'écoute, en fait. Et l'observation de quoi? De soi, en fait. Et comment je suis, en fait. C'est marqué dans l'Ashtanga Hridayam, c'est un autre texte en Ayurveda. Quand on parle de Dinacharya, donc Dinacharya, c'est toutes les recommandations à faire dans une journée. La première chose à faire quand on se réveille, c'est s'observer. Parce que c'est que si on s'observe qu'on peut savoir si on a mal quelque part, si on est un peu plus triste ou né aujourd'hui ou pas, si notre digestion elle marche bien. Et
si on est tout le temps dans cette écoute, le corps, il est intelligent. Donc, quand le corps, il a besoin de manger, on va avoir une sensation de faim. Quand le corps, il a besoin de boire, qu'il est déshydraté, on va avoir une sensation de soif. Quand il a besoin de dormir, on va avoir une sensation de sommeil. Et on n'est pas à l'écoute de ça. Et c'est incroyable comme on n'est pas à l'écoute de ça parce que l'être humain, il est intelligent. Et c'est juste se poser ces petites questions. Qu'est-ce que j'ai besoin maintenant? Et il y a différents niveaux de ça, bien sûr. Donc le premier niveau, ça va être d'écouter ces petits signaux qui aident énormément. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont insomniaques, par exemple, au cabinet. Et il y a des questions que je pose, en fait. J'ai une façon de faire en consultation que je pose les questions pour faire la personne réfléchir, pour la faire commencer à s'observer déjà en consultation. Donc, par rapport au sommeil, par exemple, je demande combien d'heures de sommeil elle a besoin. Donc, la personne va me dire, par exemple, 8. Alors, combien d'heures vous dormez? Ah, 6. Alors, il y a un problème. Et comme les calculs sont pas bons. Voilà, il y a un problème. C'est un problème de mathématiques. C'est pas un problème d'Ayurveda. Oui. Et la personne, elle se rend compte d'elle-même. Et du coup, on poursuit avec les questions. À quelle heure, en fait, il y a un moment où on a une pression de sommeil. Et ça, par la naturopathie et par la médecine aujourd'hui, on sait qu'il y a par exemple, la mélatonine qui va nous contribuer à cette pression de sommeil qu'on a le soir. Donc, à quelle heure c'est la pression de sommeil? Et en général, la pression de sommeil, la personne va me dire à 9h30, 10h, parfois 10h30. Ça dépend du lever et du coucher de soleil aussi. Ça dépend de la région où on habite. Donc, la personne va me dire, par exemple, 10h. Et je demande, mais à quelle heure vous allez vous coucher? Ah, je vais me coucher vers minuit. Pourquoi? Parce que j'ai trop de choses à faire. Alors, tant qu'on privilégie tout sauf ce que nous, on a vraiment besoin, on va être déséquilibré. Ça, c'est l'enseignement en Ayurveda. S'écouter, s'écouter, s'écouter. Donc, on mange quand on a faim, on dort quand on a sommeil, et quand on a envie de faire un travail, on fait ce travail-là. Donc, après, on va à différents stades, parce que il y a aussi cette voie de l'âme, notre dharma, notre mission de vie. Donc, ok, j'ai commencé, j'ai dû faire telles études pour avoir un travail, etc. J'ai commencé dans ce travail, je suis pas épanouie. Je suis pas épanouie, mais je reste 10 ans. Et au bout d'un moment, je fais un burn-out. Ok, jusqu'à arriver au burn-out, et qui est, en fait, burn-out, on l'explique aussi par cette relation de rajas et tamas, et aussi par le corps, bien sûr, mais c'est un mélange de deux, des équilibres de corps et du mental. Mais jusqu'à qu'on arrive à ce stade de burn-out, combien de signaux on a eu? Je suis pas heureux, c'est pas ça mon métier, c'est pas ça que je veux faire. Moi, mon rêve d'enfant, c'était ça. Et pourquoi est-ce qu'on l'a pas écouté? Il y a X raisons pour lesquelles on ne les a pas écoutés. Parce qu'on n'a pas appris aussi. Parce que personne nous a appris ça aussi. Et parce qu'on nous a dit qu'à bout d'un moment, en fait, on nous formate. La société nous formate, on est formaté par nos parents, par nos conditionnements. Moi, je vois là mon fils, il a 3 ans et demi, il a commencé l'école en septembre. Et voilà, le formatage plus sérieux, il a commencé. Et ça me dégoûte un peu, mais en même temps, je veux qu'il soit adapté à cette société. Mais c'est dur, parce que pour parler, il faut lever la main. C'est horrible. C'est des règles de vie. C'est des règles de vie, mais en même temps, s'il n'apprend pas ça, il ne saura pas s'adapter en société. Voilà. Pour revenir à ce que tu disais par rapport au fait de s'écouter, par exemple, pour quelqu'un qui a une vie salariale, qui sait qu'il est obligé de se lever à 7h du matin, de manger à telle heure parce que sinon elle peut pas manger de la journée, c'est peut-être un peu plus compliqué pour elle de suivre ses envies, non? Oui, c'est le grand défi, et c'est là où des fois le thérapeute il peut aider plus. On peut toujours faire des choses parce que le fait de se lever à 7h du matin, souvent ce n'est pas le problème. Le problème, c'est l'horaire à laquelle la personne elle se couche, parce qu'en fait les horaires de travail, ça dépend, parce que par exemple en tant qu'infirmier, si on doit faire le matin, après, tout ça, c'est compliqué. Mais d'avoir des horaires fixes, c'est pas très grave, parce qu'il y a aussi une notion qui est la notion de satmia. Donc le corps, il a une adaptabilité, ok. Et en plus, ces horaires-là, normalement, les horaires de travail, ils sont fixés selon aussi le soleil.
Et nous, on fonctionne beaucoup au lever et coucher de soleil. On voit ça beaucoup chez les enfants, comme ça les chamboules, les changements d'heure et tout ça. Mais ça, normalement, le problème, c'est que la personne est fatiguée à 7 heures du matin parce qu'elle n'a pas assez dormi. Et ça, c'est parce qu'elle s'est couchée trop tard ou parce qu'elle a entretenu certaines pensées qui vont être négatives et du coup, elle a eu des cauchemars ou des choses comme ça. Donc ça se règle relativement facile. En fait, si la personne, elle sait, OK, tous les matins, je dois me réveiller à 7 heures, ou des fois c'est 6 heures, OK, pour que j'aille mon nombre d'heures de sommeil, à quelle heure il faut que je me couche. Et la pression de sommeil, elle va être là. La fatigue, elle va être là vers 9h30, 10h. La problématique commence quand on commence à aller vers les excitants, vers le café, le guarana, les choses comme ça, le maca. C'est pas parce que c'est un excitant naturel et qu'on a acheté un magasin bio que ça va nous faire du bien. Un excitant, si on est fatigué, il faut dormir. L'excitant, il va juste entretenir ce côté rajasique. Donc, si on est à l'écoute, c'est possible d'être à l'écoute et de faire au mieux et de garder notre travail. Là où le travail va poser un problème, si c'est vraiment un travail qui nous rend malheureux. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cadre-là et qui ne voient pas la solution parce que quand on est un prisonnier dans un système de vie, en fait, on a besoin d'un travail qui est alimentaire, etc. On a beaucoup de mal à sortir. Donc, il y a des étapes à faire avant ça. Donc, il faut déjà améliorer son état dans le corps, tout simplement, parce qu'en général, les personnes, quand elles sont malheureuses comme ça, ils sont fatiguées, mais il y a aussi une fatigue qui est digestive, etc. Donc, on commence par travailler sur améliorer un peu la situation du corps, le sommeil, tout ça. Et après, on peut aller vers les choses un peu plus de l'évolution, de l'esprit, donc qu'est-ce qui me rend heureux et tout ça. Parce qu'on est plus prêt à l'écoute et à travailler sur ça aussi. C'est super intéressant. Ça a l'air vraiment hyper complet et de prendre un petit peu tous les cycles de vie, tout ce qu'on traverse, c'est vraiment hyper intéressant. C'est très vaste. Oui, c'est très très vaste. Tout à l'heure, tu as parlé un petit peu des 5 éléments fondamentaux. Est-ce qu'on peut rentrer rapidement un petit peu plus en profondeur sur le sujet? Qu'est-ce qu'ils sont en fait? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont, en fait, c'est tout ce qui existe sur Terre, c'est constitué des 5 éléments. On part de ce principe-là. Et c'est un principe qui précède l'Ayurveda. En fait, l'Ayurveda, on a l'impression que c'est super vaste. Mais en fait, l'Ayurveda, c'est un Upaveda, c'est-à-dire que dans la connaissance védique, on dit que ce sont les rishis, les sages indiens, qu'à un moment donné, ils sont mis en méditation profonde et qu'ils ont eu toute cette connaissance. Les Védas, ce sont des écrits qui proposent de parler de toute la connaissance sur l'être humain. Okay? Toute la connaissance qu'on ne peut pas avoir de façon directe. Parce qu'on dit que la connaissance, on peut l'avoir soit parce qu'on a vu de nos 5 organes des sens, et c'est déjà limité parce que, par exemple, les ondes UV, les RX et tout ça, je le vois pas forcément, alors que je sais que ça existe. Les ondes de radio, tout ça. Wi-Fi. Voilà, exactement. Donc, on aperçoit la réalité soit par les 5 sens directement, soit parce que quelqu'un nous a dit et ce quelqu'un, il a perçu par les 5 sens, soit par inférence. Par exemple, je vois du feu, je vois de la fumée, j'assume qu'il y a du feu, par exemple. Donc, et les Védas, il y a des choses qu'on peut pas percevoir comme ça. Vata et Pitta et Kapha, ça en fait partie. Et donc, les Védas, c'est toute cette connaissance, et les Védas, ils proposent à nous expliquer toute cette connaissance qu'on ne peut pas avoir par ces 3 moyens, à travers les 5 sens. Et du coup, dans les Védas, il y en a 4, en fait. Soit on parle du Veda, et donc on parle de toute la connaissance, soit on les vise en 4 branches, on va dire. Et l'Ayurveda, c'est un Upaveda, c'est-à-dire c'est une sous-branche de l'Atharvaveda, d'un de ces 4-là. Parce que je fais un tournant pour répondre à la question, je suis allée chercher des choses un peu lointaines. En fait, l'Ayurveda, elle existe parce que c'est un système de santé c'est un système qui va nous apprendre à être en bonne santé. Pourquoi ? Parce que il y a un but. En fait, l'être humain, c'est écrit dans les Védas, donc information qui précède l'Ayurveda, qu'il existe 4 buts de l'existence de l'être humain. Dharma, Artha, Kama et Sukha. Dharma, Artha, Kama et Moksha, pardon. Dharma, c'est la mission de vie. Kama, c'est tout ce qui est plaisir, désir.
Artha, c'est tous les biens matériaux, donc avoir un toit, donc tout ce qui nous donne sécurité, un salaire, une formation qui va nous donner la connaissance, etc. Et moksha, c'est la libération des trois autres. On pourra développer après, mais voilà. Donc, pour pouvoir développer ces 4 buts de l'existence, il faut être en bonne santé. Si on n'est pas en bonne santé, on peut pas atteindre ces choses-là. Ou on aura plus de difficultés. Et dans les Védas, il y a d'autres connaissances. Il y a une connaissance qui est le Samkhya. Le Samkhya, c'est un système d'énumération qui nous explique la création de l'univers. Ok. Et dans ce système qui est le Samkhya, et il nous est dit que tout vient de Purusha. Purusha, ça te parle, Purusha? Non. Purusha, tout à l'heure on parlait d'Atma, donc c'est à peu près la même chose en fait. Purusha, c'est tout ce qui existe en fait. C'est toute la connaissance universelle pure. Ok, mais Purusha, il est juste en fait. Juste, il est là. Donc il peut pas s'expérimenter. Voilà, c'est la pureté, c'est la luminosité, etc. Donc il y a eu un moment dans la création où il y a des étapes qui se sont établies jusqu'à arriver à la matérialité, pour que l'être humain, pour que la vie, elle puisse exister en tant que vie. Les 4 éléments dont on parlait tout à l'heure. Parce que dans Purusha, c'est tout ce qui existait, donc il y a rien d'autre. Oui. Donc l'expérimentation, elle peut pas vraiment se faire parce qu'il y en a que le un. Oui. Donc il y a une multitude de choses qui sont passées, il y a différentes phases. Donc d'abord il y a une dualité qui se crée, donc il y a Purusha et Prakriti. Après il y a une notion de je, ce qu'on appelle ahamkara. Donc c'est la notion de je. Donc moi je suis Rita. Donc je sais que je suis Rita et que je ne suis pas cet ordinateur, par exemple. Ok, donc ça me sépare. Donc cette séparation, elle est nécessaire parce que c'est elle qui permet la diversité des choses, de tout ce qui existe sur nous. Voilà. Elle peut nous créer des problèmes aussi parce qu'on croit qu'on est séparé du tout, alors que non. Oui. Selon cette vision-là. Et donc on progresse dans ces étapes jusqu'à arriver à la matérialité. Et quand on arrive à la matérialité, on va avoir les 5 éléments. D'accord. Ok. Et donc, tout ce qui existe sur Terre, selon cette vision-là, c'est les 5 éléments. Tout est constitué de 5 éléments. Donc, dans ce verre-là, j'ai un verre d'eau. Donc, on a dit que on a toujours les 5 éléments. Facile de voir qu'il y a de l'eau. Ok. Facile. De l'eau, elle est là. Facile de savoir qu'il y a de Prithvi, l'élément terre. Parce que c'est un objet dur. Donc voilà, c'est de la matérialité. Mais si on va regarder, aujourd'hui on sait par la science moderne, que quand on va regarder ça au microscope, ou je ne sais pas comment on va le regarder, à un moment donné, on va trouver des atomes. Et un atome, on a un centre avec des protons et des neutrons, et tout autour, il y a des électrons. Et donc, dans les protons et les neutrons et les électrons, ça correspond à 1% de la matière de cet atome. Le reste, c'est espace. Donc là, ce verre d'eau, c'est 99% de Akash, d'espace, pardon. Pour qu'il y ait de la connexion et pour qu'il y ait des choses qui se passent, par exemple, quand je le tiens, ça bouge. Pour qu'il y ait du mouvement, il y a Vayu, il y a l'air. Il y a une couleur, en fait. J'observe des couleurs dans ce verre. La couleur, elle est présente uniquement parce qu'il y a le tejas, le feu. Donc, les 5 éléments, ils vont toujours être présents partout, dans tout ce qui existe. Donc, c'est ça, la question des 5 éléments, c'est ça, c'est qu'on reconnaît, et c'est une chose de base, une chose de base qu'on accepte en Ayurveda. Quand on commence à étudier l'Ayurveda, on part de ces principes qui la précèdent. Donc les principes des 4 Purusharthas, donc les 4 objectifs de vie, c'est quelque chose qui précède. Donc l'Ayurveda, elle fait du sens parce que l'être humain, il vise à être en bonne santé pour pouvoir remplir ces 4 objectifs. Les 5 éléments, donc la vie, elle nous fait du sens en Ayurveda parce que tout est composé des 5 éléments. Et c'est parce qu'il y a les 5 éléments qu'on peut avoir les 3 doshas. Donc tout est lié en fait. Wow, ok. Bon, on pourrait continuer sur ce dont tu nous as parlé, le karma, le dharma, etc. C'est super intéressant. Mais après, ça risque d'être très très long. Oui. Est-ce que tu vois autre chose qu'on pourrait rajouter ou que tu as envie de rajouter rapidement ?
Non, là comme ça je sais pas. Tu me dis comme ça. Oui, je te prends un peu dépourvu. Oui, bah, je sais pas. Il y a tellement de choses qu'on peut dire sur l'Ayurveda. C'est extrêmement vaste, et puis en fait dès qu'on veut creuser sur un sujet, on a énormément de choses à dire. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est toute cette voie spirituelle, en fait. C'est tout ce qui m'a amené à l'Ayurveda, c'est ça. Après, on est beaucoup dans le corps, en fait. On est beaucoup dans le corps, parce que c'est dans le corps qui se matérialisent les choses. Mais j'avoue que là, avec mon école de formation, par exemple, j'ai commencé avec une formation que de nutrition. Après, j'ai fait hygiène de vie, et là, j'ai fait une formation, ce qu'on appelle Manas Vijnana, la connaissance du mental. Et je vois que c'est là où je m'épanouis le plus, parce que c'est les choses qu'on a beaucoup de mal on peut pas contrôler, on peut pas maîtriser. Et donc, de l'expliquer, c'est très difficile. Mais c'est ça qui nous fait grandir. Et du coup, on comprend le pourquoi est-ce que il est important que le corps il soit en bonne santé, pour que notre mental aussi soit en bonne santé, et pour qu'on puisse faire les bons choix pour nous, et qu'on soit heureux, en fait. Donc l'Ayurveda, elle a une très belle proposition, c'est la proposition de être en bonne santé et heureux jusqu'à 100 ans, il précise, jusqu'à 100 ans, sans maladie. Donc c'est beau, et j'encourage tout le monde à se pencher dessus. Ouais. Pour mettre un petit pied dans l'Ayurveda, à commencer, donc c'est vraiment cette voie de l'écoute. Il y a ces quiz ayurvédiques qu'on peut faire. Je propose aussi sur ma chaîne YouTube où on fait un quiz ayurvédique pour commencer à percevoir quels sont les doshas, voilà, notre profil. Donc c'est des quiz, c'est gratuit, on peut le faire. Mais après, en fait, il faut pas s'accrocher trop à une réponse qui serait statique, parce que ce qui est important, c'est l'observation tous les jours de ce qu'on fait, pour faire passer étape par étape et être heureux. Ouais, bah ça me fait penser à une question, ce que tu viens de dire. Par exemple, quelqu'un qui aurait plus tendance à être pitta, sachant que bon, on a les 3 doshas, mais qui aurait plus tendance à être pitta, est-ce que au cours de sa vie, du coup, il pourrait tendre vers plus de vata finalement, ou est-ce que quelqu'un qui est plus pitta reste pitta? La nature, elle change pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a notre nature, elle change pas, parce que c'est qui nous forme, en fait, c'est notre base. Mais ce qu'on peut faire, c'est connaître ça et mieux s'adapter. Donc par exemple, un kapha, il a une digestion qui va être tendanciellement plus lente. Donc le fait de se connaître, on va savoir que 1 ou 2 repas par jour, ça suffit. Désolée pour toi. Dommage. Qu'une certaine quantité d'aliments, ça va suffire pour être bien. Et en fait, au début, c'est difficile, parce que c'est que des choses, c'est que de la logique, c'est que du bon sens. Mais c'est très difficile à mettre en place. Mais une fois qu'on l'a mis en place, on voit le résultat. Et donc, le petit fromage du soir, là. Alors, le fromage, les produits laitiers, pour le kapha, c'est le pire. Oh non, sérieux? C'est vrai. Parce qu'en fait, le produit laitier, il est très, en fait, ce qu'on appelle snigdha, il est très onctueux, humidifiant, onctueux, il est froid. Donc c'est toutes les caractéristiques qui existent déjà chez le kapha. Et donc ça a tendance à l'augmenter. Si en plus tu le prends le soir, alors là, laisse tomber. Oh, dommage. Il y a des choses bonnes chez le kapha. Effectivement, ça va être très dur alors. Ouais. Oui, après les personnes qui vont être un peu plus strictes, ils vont te dire d'arrêter complètement les produits laitiers. Mais tu peux faire déjà l'essai de diminuer, voir comment tu te sens. Tu vois, après il faudrait commencer par les situations qui te causent problème. Tu prends une situation qui te pose problème, par exemple, je me sens lourd après manger à midi. Et tu essaies de transformer un petit peu ton repas de midi pour te sentir mieux. Et c'est le fait de te sentir mieux qui va te faire dire, ok, c'est mieux de pas prendre. Peine, voilà. La personne qui a du mal à dormir, donc en général c'est plus les vata, ou des déséquilibres de type vata. Donc c'est dur de se dire, ok, j'ai commencé à me coucher à 9h30 ou à 10h. C'est dur de le dire parce qu'on a une vie sociale, qu'on a des choses à faire. Mais en fait, on essaye pendant une semaine et on se dit, je suis tellement plus heureux quand je dors bien, parce que quand on dort bien, qu'est-ce qu'on est bien. Ouais, c'est vrai. Donc, en fait, et le fait de se coucher plus tôt, on va se lever plus tôt. Donc, on va se lever peut-être à 5h30, 6h du matin. Et du coup, on a
énormément de temps le matin qu'on n'avait pas avant. Mais il faut faire l'expérience. Et d'être en écoute. Et puis, on a cette fierté de se dire, j'ai réussi. On crée des expériences positives. C'est Exactement. ça on récupère des belles émotions. C'est notre cadeau. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as un livre, un documentaire, un podcast, quelque chose à conseiller? Sur l'Ayurveda, alors, il y a un livre que j'aime bien. Il peut être controversé, mais moi j'aime bien pour débuter. C'est le livre Prakruti de Robert Svoboda, où il parle un petit peu des... Alors, Robert Svoboda, il y a différentes lignées. En Ayurveda. Donc moi, je suis plus dans la lignée des textes. Par exemple, Robert Svoboda, il est plus dans la lignée du tantra, du shivaïsme. Donc, il va mélanger beaucoup l'Ayurveda avec... d'autres formes de spiritualité, on va dire comme ça, donc il fait un micmac. Mais quand même, pour les débutants, je trouve que c'est un livre qui est très sympa, qui est très bien fait, et qui donne son point de vue, mais qui ne dit pas des bêtises. Donc c'est un bon livre pour commencer. Sinon, ma chaîne YouTube, vous avez plein de choses. Oui, c'est ce que j'allais dire, il y a aussi ta chaîne YouTube. En fait, sur la chaîne YouTube, j'ai fait par playlist, donc il y a des vidéos que c'est vraiment pour les débutants. Il y a une formation gratuite pour les débutants déjà, pour mettre bien les pieds dedans. Puis il y a des formations avancées qui sont gratuites aussi. Celle que je fais avec Mathieu Massé de lecture des textes par exemple, c'est tout gratuit aussi. Donc ça permet de mettre un pied. Et après il y a des vidéos de contenu général. Par exemple, si on a une problématique de constipation, comment est-ce qu'on peut l'analyser, etc. Donc j'ai des vidéos comme ça. Donc il y a différentes thématiques et c'est marqué par playlist, donc il y a pour tous les niveaux et c'est bien. Podcast. Ah oui, podcast, il y a le podcast de Nat et Lorraine aussi. Ok. Je crois que c'est podcast Ayurveda de Nat et Lorraine, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, donc c'est intéressant. Les liens seront dans la description dans tous les cas. Super, merci beaucoup Rita pour toutes ces informations, c'était très riche. J'ai passé un super moment à t'écouter, donc merci beaucoup pour ça et peut-être à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast, j'espère que tu as passé un bon moment à nos côtés. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup, enfin ça m'aide moi. Je te dis à très vite pour continuer notre thérapie.